Voilà, donc je vous réitère toutes nos excuses pour cet important décalage. Mais bon, comme on a eu des auditions qui sont succédées, passionnantes et qui ont suscité beaucoup de questions et qu'on a commencé déjà avec un peu de retard, donc inévitablement, quand on arrive en fin d'après-midi, en fin de journée, c'est vous qui en êtes malheureusement le plus pénalisé. Donc nous sommes heureux de poursuivre les travaux de notre commission d'enquête avec cette table ronde sur l'innovation et les start-up dans le secteur de la rénovation énergétique. Je relève qu'on parle de PropTech pour désigner les entreprises qui utilisent de façon innovante les technologies dans les secteurs de l'immobilier et de la construction. Donc nous recevons les représentants de 3 organismes. Monsieur Hervé Charru, directeur général adjoint recherche et développement du Centre scientifique et technique du bâtiment, le CSTB. Vous vous occupez donc de suivre les questions de recherche au sein de cet établissement public chargé de diffuser et de valoriser les connaissances scientifiques et techniques en matière de construction et d'habitat, notamment pour les procédés et les matériaux. Monsieur Christophe Philipponneau, directeur général de Tipeee. Votre entreprise est située à Lagorde, à la limite de La Rochelle, dans le parc Atlantec, qui est le premier quartier urbain bas carbone de France. Elle cherche à être un chaînon manquant entre la recherche scientifique et l'application industrielle et se veut ainsi la première plateforme technologique du bâtiment durable qui forme, qui conseille et qui accompagne les professionnels de la construction grâce à des solutions innovantes. Et M. Nicolas Durand, fondateur et président-directeur général de Cosinergie. Votre entreprise, elle, est située à Toulouse et elle s'est dotée de 13 agences locales. Elle propose, en partenariat avec des établissements bancaires, et vous succédez à 2 établissements bancaires, le Crédit Mutuel et la Banque Postale, un accompagnement de bout en bout des particuliers qui souhaitent initier des travaux de rénovation énergétique de leur logement, du bilan de l'existant au suivi des travaux, en passant par la préconisation des actes de rénovation, les devis, la demande, puis l'obtention des aides et des subventions. Messieurs, la rénovation énergétique des logements peine à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés depuis un certain nombre d'années, alors que le calendrier s'accélère. Les technologies innovantes peuvent, sans aucun doute, améliorer l'efficacité des conditions dans lesquelles les travaux de rénovation sont conduits. C'est pourquoi nous attendons de vous de nous apporter aujourd'hui un éclairage percutant sur les solutions d'avenir en matière de rénovation énergétique. Le financement de la recherche reste problématique dans la filière bâtiment et construction, puisqu'il est extrêmement faible. Il représente seulement, pour le secteur privé, environ 0,1 à 0,2% des 130 milliards d'euros du chiffre d'affaires du secteur. En dépit de cette triste réalité, quelles opportunités peuvent donc offrir la recherche et les innovations technologiques en termes de décarbonation et d'efficacité énergétique? Comment les entreprises qui utilisent de façon innovante les technologies dans le secteur de la construction peuvent-elles aider à relever le défi de la massification et de l'accélération des rénovations de logements? Quel regard portez-vous sur les objectifs et les moyens de la rénovation énergétique des logements en France? Jugez-vous les dispositifs de soutien à la rénovation énergétique des logements pertinents et efficaces? Et quelles évolutions estimez-vous nécessaires? Voilà, avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, et je ne doute pas qu'il y en aura d'autres de la part du rapporteur ou très certainement de notre collègue présente à cette audition, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende.
Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Eh bien, je vous remercie. Je vous laisse la parole pour répondre déjà à ces premières questions, dans l'ordre que vous le souhaitez. On peut peut-être commencer par Monsieur Charrue et ensuite continuer tel que vous êtes installé dans cette salle. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Donc, le faible niveau de financement, c'est quelque chose de récurrent. C'est d'ailleurs une étude que l'on a faite dans le cadre de l'ANCRE sur l'effort de R&D du secteur. Et ça avait amené à finaliser ces chiffres et à les stabiliser. Bon, moi, je commencerai par un aphorisme d'un commissaire européen anglais, je pense, qui l'ont questionné sur le niveau à la fois de technicité et de besoin de R&D. Et il avait dit, oh, you know, it's very simple. You have a high-tech, tech, low-tech, no-tech, construction tech. Donc, ça y est, c'était terminé. Il avait fermé un petit peu l'espoir qu'il y avait dans ce secteur-là une véritable problématique de recherche. Alors, cette problématique, elle n'est toujours pas perçue, mais je pense qu'il y a un vrai changement depuis, je dirais, la mise en série des problématiques qui sont associées d'abord, d'une part, à l'énergie. On a beaucoup travaillé sur l'énergie, mais c'est surtout par le chaînage des problématiques qui sont associées. Évidemment, un bâtiment dans lequel on vit, il y a une problématique énergétique qui est associée, le carbone qui est arrivé très récemment, mais bien avant, il y a eu les problématiques sanitaires, donc les qualités d'air intérieur, qui ont été mises un peu plus sur le devant de la scène avec l'histoire du Covid. Donc ça permet de penser que tous les enjeux de recherche, ce n'est pas qu'une succession de problématiques liées à la maîtrise du risque stabilité des structures, la maîtrise du risque incendie, la maîtrise de la consommation d'énergie, la qualité de l'air, et ainsi de suite. C'est leur interopération. Et ces sujets sont complexes. D'ailleurs, le CNRS, qui est surtout un acteur de thématiques scientifiques effectivement non interopérantes ou rarement interopérantes, la problématique est arrivée avec la transdisciplinarité, d'arriver à chaîner toutes ces questions et tous ces sujets scientifiques entre eux pour voir quel impact va avoir le fait. Alors, dans l'application propre au bâtiment, typiquement, on va voir si je fais une rénovation énergétique et que j'oublie la qualité de l'air sur la ventilation, le contrôle hygrométrique, j'aurai des problèmes sanitaires. Si je fais une rénovation énergétique sans penser au fait que, par exemple, avec une isolation par l'extérieur dans un bâtiment collectif, je vais avoir une réémergence de l'acoustique interne au bâtiment, donc une gêne au niveau du confort, qui va créer des problèmes sanitaires, notamment cardiopathie au niveau des expositions longues. Donc il y a une prise en compte qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Bon, néanmoins, ça ne se traduit pas dans les chiffres au sens de la R&D, tant par les financements publics dévolus à ce secteur-là. Le CSTB, dans ce cadre-là, il a une stabilité de sa subvention publique qui doit être de l'ordre de 15,7 millions depuis plusieurs années, depuis au moins 5 ans. Et évidemment, les enjeux qui se surajoutent et qui sont ceux qui sont arrivés notamment avec le carbone et l'économie circulaire, la problématique du Covid, on en parle beaucoup. Nous avions déjà travaillé dessus à l'époque. On était assez en avance sur ces sujets et la propagation des aéropathogènes. Ça n'a pas suffi et ça sera sans doute un sujet qu'il faudra continuer à traiter, qu'on continue à traiter. Mais on voit bien que la problématique, elle est principalement liée au fait que l'État arrive à faire des recherches multidisciplinaires et multiphysiques, mais les acteurs entreprises qui sont sur des produits sont généralement plus sur la fonctionnalité de leur seul produit. Donc ça met des recherches sur leurs produits et ils comprennent aujourd'hui qu'il y a quand même des interopérations à avoir. Donc ça devrait mécaniquement, et je pense que d'ailleurs il y a un intérêt tout particulier à faire que ça monte. Le problème qu'il y a aussi, c'est que nous n'avons pas comme d'autres secteurs d'intégrateurs. Donc il n'y a pas un acteur qui a la responsabilité globale. Dans l'automobile, le constructeur automobile se retrouve à avoir la charge à la fois de la logique performantielle et la logique servicielle du véhicule, puisqu'on a beaucoup évolué maintenant vers une logique servicielle. Un bâtiment aujourd'hui, quand il est livré, vous avez soit un promoteur, soit un gestionnaire qui a fabriqué le bâtiment, mais tous les acteurs qui sont intervenus ont leur responsabilité propre dans la performance, qui est mesurée, ou pas d'ailleurs. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas d'intégrateur ne pousse pas à avoir une recherche intégrée qui permette de gérer toutes ces interopérations. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et la filière
a aussi, à travers ces grands équilibres qu'on a essayé de conserver entre les différents matériaux, notamment entre le béton, entre le brick and mortar, entre l'acier, entre le bois, ce sont des systèmes qui étaient assez mono-matériaux et qui maintenant commencent, avec la mise en œuvre des problématiques carbone et environnement, à se dire qu'effectivement, il faut utiliser le bon matériau au bon endroit pour la bonne performance et que les synergies intermatériaux commencent à se faire jour et donc vont nécessiter de plus en plus de recherche. Et notamment par les interfaces, puisque les problématiques de recherche dans toutes les questions qui sont à traiter sur le sujet du bâtiment se situent toujours aux interfaces. Et c'est là, en plus, que généralement, les acteurs étant différents, non intégrés, il y a peu de recherche qui se fait entre les deux. Donc le CSTB en fait, le CNRS en fait, le CEA en fait, mais on est quand même sur une logique d'approche multisystème qui n'a pas encore percolé au sens général du terme. Donc voilà ce qui explique, à mon avis, mais ça dure déjà depuis longtemps, et les orientations ne sont pas, quand on regarde les dépenses à l'échelle européenne, qui sont soit sur la santé, soit sur le transport, sur la recherche sur le bâtiment, ça reste toujours le parent pauvre en termes d'investissement R&D. Difficile de passer après. Bon, moi, je pense qu'il y a véritablement... déjà, je crois qu'il faut prendre conscience que le monde du bâtiment est un monde de l'artisanat. On a quand même sur les 425... Selon des chiffres de la FFB de 2021, sur 427 000 entreprises du bâtiment, il y en a 403 000 qui ont moins de 10 salariés. Donc la recherche par rapport à ces personnes-là, c'est compliqué pour eux. Moi, je viens d'une entreprise avant beaucoup plus grosse que cela, mais malgré tout, je n'avais pas cette logique d'aller me faire accompagner, d'aller développer. Je considère que la bonne idée, elle était celle du terrain et je n'avais pas besoin de la faire valider. Et je vois, nous, ce que l'on a fait avec la plateforme Tipeee, ça a été justement de se dire, il faut qu'on soit, entre guillemets, un traducteur, une interface entre ce monde de la recherche, d'accord, et ce monde de leur petite entreprise qui ne se parle pas et ne se côtoie pas. Et effectivement, créer ce lien-là. Et on voit bien que c'est un système qui marche, puisque on a de nombreuses petites entreprises ou de petits créateurs, de start-up, qui viennent nous voir pour qu'on les accompagne, pour mettre en œuvre ce que j'appelle, moi, d'une idée de fond de garage, en faire une innovation performante et économique. Sans cette aide-là, sans cette structure-là, il n'y arriverait pas. Et on a de belles réussites déjà dans ce cadre-là, en développant de nouveaux produits, en partant de l'innovation, la capacité d'innovation, je dirais, inconnue même de la personne qui l'a. D'accord ? Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien prendre conscience et qu'il faut, si on veut réussir dans l'innovation et faire évoluer notre filière par l'innovation, il faut qu'on s'occupe de ces gens qui ont des bonnes idées sur le terrain et pour les mettre en valeur. Ça, pour moi, c'est vraiment la première chose qui est importante. Ensuite, effectivement, je crois qu'on a aussi une difficulté, c'est qu'on a une culture dans le bâtiment qui est une culture métier par métier. Et que l'on voit bien aujourd'hui, y compris et principalement dans la rénovation, si on n'a pas une vision systémique, si on n'a pas une vision transverse, c'est très compliqué d'arriver à des choses performantes. Aujourd'hui, on a eu beaucoup d'aides. On commence beaucoup plus à parler de coût global, de rénovation globale. Mais au départ, on faisait des spots, on faisait des gestes de rénovation. Et on voyait bien là que ça ne marchait pas. Donc je pense qu'on a aussi un besoin, c'est de pouvoir, entre guillemets, donner à l'ensemble de nos professionnels, qui sont des très bons professionnels dans leur métier, des visions aussi transverses d'impact de leur action pour qu'on puisse avoir des visions, ce que j'appelle moi 360 degrés. Et là aussi, on voit bien que c'est là aussi l'évolution qu'on va avoir des métiers, puisque vous avez très facilement, dès que vous faites de la construction neuve, vous avez un architecte, vous avez un maître d'ouvrage, enfin, un maître d'œuvre, etc. En rénovation, pas forcément. Et donc, si vous n'avez pas cette personne, ce tiers de confiance, que j'allais dire, qui est capable, lui, d'avoir une vision transverse et d'accompagner tout le monde dans cette évolution et du respect des gestes des autres, c'est un des problématiques qu'on va avoir aussi également à résoudre. Et je pense que c'est, pour moi, une grande partie des raisons pour lesquelles on ne peut pas dire que nos opérations de rénovation dans les dernières années étaient des rénovations performantes. D'accord ? Parce qu'elles étaient des gestes, non pas des rénovations globales.
Donc ça, je pense que vraiment, là aussi, il faut vraiment avoir une formation, il faut vraiment avoir mis en place des éléments qui nous permettent d'avoir ces personnes qui vont, et je crois que mon voisin à côté, bon, c'est un peu leur tasse de thé, mais véritablement avoir cette notion-là. La troisième chose pour moi, pour réunir la rénovation, on parle de massification. Alors massification, moi j'y crois beaucoup, mais à une petite échelle. Quand j'entends une petite échelle, c'est que pour moi, c'est l'effet papillon, c'est de se dire, si je fais une massification de la rénovation à l'échelle d'une commune, d'un quartier, etc., je peux embarquer un maximum de monde. Alors, quand je parle de massification, c'est la massification en réno, et je reviendrai après sur effectivement la capacité industrielle. Mais je crois également beaucoup dans le fait de l'effet d'engagement des uns vis-à-vis des autres. Vous m'avez cité comme directeur général de Tipeee, mais je suis également président du cluster de l'éco-construction durable en Nouvelle-Aquitaine, et FADA un peu de problématiques de rénovation, et on a mené quelques actions qui étaient de se dire, on va essayer d'avoir des dynamiques communales de rénovation. Je suis maire d'une commune, je m'engage à faire de la rénovation, et je vais en même temps en faire un projet citoyen. D'accord ? Et on s'aperçoit qu'effectivement, on a un engagement qui se fait des citoyens qui, lorsqu'on le voit son voisin améliorer son habitat, y compris par du visuel, parce qu'il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que la source de motivation pour se lancer dans la rénovation, elle n'est pas seulement économique. Elle est aussi patrimoine, elle est aussi ma qualité de vie que je vais avoir, etc. Le confort, l'usage que je vais en tirer, d'accord ? Et il ne faut pas que l'argument soit uniquement l'argument économie d'énergie, parce qu'on part de très loin. Hein. Moi, je me rappelle de campagne présidentielle, alors je me rappelle parce que je me rappelle des images de 1974, où il y avait l'électricité qui arrivait, qui allait libérer la femme des tâches ménagères. C'était 1974, d'accord ? Eh bien, si vous commencez à dire aux gens, je vais vous priver d'électricité ou vous faire faire des économies, intrinsèquement dans sa tête, c'est de la privation. Donc il faut compenser par d'autres gains pour qu'il puisse l'engagement. Donc, là, je faisais une diversion, mais voilà. Et donc, je pense véritablement que, et on le voit, eh bien, dans une commune où il y a un engagement collectif, où on commence à avoir une dynamique collective autour de ce projet-là, eh bien, il y a des gens qui n'avaient pas pensé y aller, qui vont y aller, puisque si mon voisin l'a fait, je suis capable de le faire. D'accord ? Vous me parliez du parc bas carbone. Il s'avère que je suis aussi directeur de l'association qui est en charge de l'aménagement du parc bas carbone de La Rochelle. Et je participe au consortium de La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Eh bien, c'est de la dynamique qu'on veut créer. C'est la dynamique qui est de se dire, on va prendre des échelles où les gens se reconnaissent de telle manière à engager cette procédure. Et c'est pour ça que je parle de massification. C'est la massification de l'envie de faire. Après, effectivement, je pense, et comme le disait M. Charru avant, on a une autre problématique, c'est qu'il faut impérativement qu'on arrive à avoir que, quel que soit l'opérateur, on garantisse un minimum qualitatif de la rénovation. Et ça, je pense que c'est par effectivement l'industrialisation des process qu'on va pouvoir y arriver et des produits. D'accord ? Sans enlever qu'on est quand même à chaque fois dans un bâtiment différent, etc. Et donc avoir un professionnel qui soit capable de le mettre en œuvre. Donc voilà les grands messages, moi, que j'ai là-dessus. C'est effectivement massification, mais à l'échelle humaine, on va dire cela comme ça. Développer des intérêts qui vont au-delà de l'économie d'énergie, mais bien développer tous les produits annexes, tous les gains annexes que l'on peut avoir. Et puis passer de on peut faire tout ce qu'on peut faire, qui peut le plus, peut le moins. Eh bien non, aujourd'hui, c'est le juste besoin pour permettre d'arriver à ce genre de choses. Donc voilà les messages que je voulais faire passer. Merci pour ces premiers propos. Monsieur Durand. Bonsoir. Mettez votre micro, s'il vous plaît. Très bien. Donc bonsoir à tous et à toutes. Du coup, concernant la rénovation énergétique, avant on parlait de rénovation, puis est venue rénovation énergétique. C'est quelque chose qui reste encore assez récent, hein. Je pense qu'il y a une vingtaine d'années. Si vous pouvez rapprocher le micro, on ne vous entend pas très bien. Voilà, merci. Donc, je disais qu'au départ on parlait de rénovation, ensuite est venue la notion de rénovation énergétique. C'est quelque chose qui reste assez récent. Et puis on parle de plus en plus de rénovation énergétique globale, parce qu'on se rend compte qu'en fait c'est la rénovation énergétique globale qui est celle qui a la performance en fait. Voilà.
Donc, ce sont des choses voilà, que tout le monde dit. Mais c'est vrai que la pratique, elle est encore assez loin de cette rénovation énergétique globale, malheureusement. Donc, lorsque j'ai créé Causenergy il y a une dizaine d'années, l'idée c'était de se positionner à la place d'un client, un particulier qui a une maison individuelle et qui se dit voilà, j'ai besoin de faire des économies d'énergie, à qui je peux m'adresser, comment je peux faire. Et là, en fait, c'est vrai que c'est assez logique de se dire il faudrait d'abord faire un bilan énergétique pour se rendre compte un petit peu de où on est, comment on est classé. Et ensuite, voir sur quoi on peut travailler. Alors, est-ce que l'étiquette énergie, elle va nous indiquer certaines choses? Après, il faut que techniquement, on voit ce qui est possible et ce qui n'est pas. Parce qu'on peut dire, effectivement, il faut faire l'isolation sur ce bâtiment, mais si on est par exemple sur le bâtiment dans lequel on va avoir un certain nombre de contraintes. Donc voilà, donc il y a ce mix après thermique, technique. Et puis après, il va y avoir le financement de cette rénovation. Voilà, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire? Est-ce qu'il y a des dispositifs pour le faire? Et on se rend compte que c'est relativement complexe. Mais par contre, c'est important de faire une rénovation énergétique globale. Voilà. Donc l'exemple que les personnes que les particuliers ont le réflexe de recevoir dans ces cas-là, c'est quelqu'un qui va intervenir sur un lot, généralement, soit un lot de chauffage, soit un lot d'isolation. Et si on prend par exemple l'exemple du chauffage, on va se rendre compte que le chauffagiste, il va devoir dimensionner son système de chauffage par rapport à une déperdition thermique. Et du coup, il va, si on a une maison qui n'est pas isolée, devoir du coup dimensionner une pompe à chaleur relativement puissante, la plus chère. Mais ça va être son devoir que de dimensionner comme ça. Sinon, il serait en tort, il aura des problématiques après de réalisation par rapport à son assurance, etc. Mais son intérêt, ça ne va pas forcément être d'aller dire à son client, il faudrait d'abord que vous fassiez l'isolation et que vous reveniez me voir dans 10 ans. Voilà, donc je décris un petit peu le paysage d'il y a quelques années pour en arriver après à l'innovation, parce que sur l'innovation dans la rénovation énergétique, je dirais qu'on peut mettre d'un côté l'innovation sur les produits, qui est difficile, qui est coûteuse, qui est, et je crois, plus aujourd'hui dans les mains des grands industriels, pour ensuite aller au CSTB ou dans des différents acteurs. C'est quelque chose qui se fait, mais qui est pas facile, et en tout cas qui est très difficile par des startups. Il y a innovation dans les services. Et moi, je connais un peu plus cette innovation dans les services, et ce que je vous ai décrit au début, cette approche globale de la rénovation énergétique, le fait d'aller chez un particulier, de commencer par un bilan énergétique, de faire une étude ensuite technique sur qu'est-ce qui est possible réellement. Voilà, est-ce que cette pompe à chaleur elle peut s'installer? Est-ce que cette menuiserie elle peut s'installer? Tout le monde ne sait pas le dire, ça. Et pouvoir donner à un particulier quelque chose de précis sur l'aspect thermique, sur l'aspect technique et ensuite sur l'aspect financier, moi, je considère que c'est une innovation de service qui est pas très coûteuse, mais malgré tout, il a fallu développer des logiciels pour ça, mais qui, je pense, mériterait d'être déployé très largement, parce que je crois que tout le monde, chaque propriétaire aimerait savoir précisément chez lui ce qui est possible de faire. Voilà. Donc ça, c'était pour parler en termes d'innovation. Et sur les services, il y a encore d'autres choses qui peuvent être faites, notamment sur le financement. Je pense qu'on en parlera certainement tout à l'heure, que ce soit le financement via les aides ou via d'autres types de financement. Et l'autre chose que je voulais mettre en avant, c'est par rapport à ce qui a aussi été dit par M. Charruy et M. Philippon concernant l'intégrateur ou concernant les acteurs qui vont faire intervenir des installateurs sur chacun des corps de métier. Donc là, il y a un vrai sujet par rapport à cette rénovation globale et au fait qu'aujourd'hui, peu de personnes sont en capacité de l'apporter. Mais
dans la construction de maisons individuelles et arriver à un moment donné le statut de constructeur de maisons individuelles avec des contrats dédiés et avec une clé en main pour le particulier. Aujourd'hui, dans la rénovation énergétique globale, ça n'existe pas vraiment, le statut de contractant général. Alors ça peut exister, donc Cosenergy en fait partie, mais je crois qu'on est moins d'une centaine d'acteurs qui avons un RGE, contractant général rénovation énergétique globale. Et ce RGE rénovation énergétique globale, il nous sert à rien. Alors je suis un peu dur de dire ça, mais dans tous les dispositifs de subvention, il n'est pas reconnu. Pour un particulier, d'avoir une assurance de contractant général en plus de l'assurance de l'installateur qui va être le sous-traitant, l'intervenant, c'est pas reconnu. En fait, dans les dispositifs accompagnateur Rénov', un contractant général, il n'est pas reconnu non plus. Il va devoir choisir, est-ce que je choisis d'être contractant général ou est-ce que je choisis d'être accompagnateur Rénov'? On va en parler, maître d'œuvre, accompagnateur. En fait, depuis 10 ans, on entretient un statut qui me semble très important et on essaie de faire exister cette filière de rénovateur ou de contractant général de la rénovation énergétique ou d'ensemblier de la rénovation énergétique, mais c'est un statut qui n'est pas reconnu. Voilà. Le seul qui est reconnu aujourd'hui, c'est l'installateur de chauffage, l'installateur d'isolation, le menuisier. Voilà, c'est du RGE par qualification, celui-là, il n'est pas reconnu. Et moi, c'est vrai que voilà, c'est un point que je voulais vraiment porter à votre attention. Je sais qu'il y a des initiatives en cours, donc il y a un appel à projet qui va être lancé sur l'ensemblier de la rénovation énergétique. Probablement que Cosenergy, avec le soutien du groupe BPCE, se positionnera, ou en tout cas regardera de près ce qui peut être fait sur cet ensemblier de la rénovation énergétique avec des solutions de financement de la rénovation énergétique derrière. Mais je trouve que c'est surprenant qu'un acteur qui est capable de proposer clé en main de la rénovation énergétique au particulier ne soit pas forcément connu du grand public et que la tendance soit plutôt à découper entre un auditeur qui va faire un bilan énergétique, ensuite un COFRAC qui va contrôler ce bilan énergétique, ensuite un accompagnateur Rénov' qui va venir packager le financement, ensuite 2, 3, 4 entreprises qui vont intervenir pour faire les travaux, un accompagnateur Rénov' qui va venir regarder si les travaux ils ont été bien faits, un COFRAC qui va venir contrôler si la subvention elle est bien éligible. Je n'ai pas parlé encore du financeur parce qu'il faut bien sûr financer et ça va être encore un autre sujet. Voilà, pour commencer. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente, merci pour vos interventions. Peut-être pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, oui, c'est vrai que moi, c'est ma première question, mais vous y avez un peu répondu, c'était comment vous voyez justement le rôle de l'accompagnateur Rénov' par rapport à ce que vous faites en fait et à ce que vous avez proposé, ce que vous avez mis au point. Alors, pour tout dire, c'est vrai que nous, on a encore un peu du mal à voir réellement ce que va être l'accompagnateur Rénov', parce qu'en fonction des différentes auditions, des différents acteurs qu'on a pu avoir, on n'a pas forcément la même description, on va dire, entre l'accompagnateur Rénov' qui serait vraiment, on va dire, une maîtrise d'œuvre, quoi, et qui ferait la totalité du suivi, etc., mais derrière un coût important, enfin, non négligeable, ou juste, effectivement, quelqu'un qui est sur de l'administratif, qui va orienter, et peut-être, pourquoi pas, faire un contrôle après travaux. Mais ça, pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas eu... on demande encore à voir, quoi. On n'a pas... Voilà, et c'est vrai que ça pose des vraies questions, à la fois financières, parce que, voilà, quel type de prestations. Et c'est vrai qu'on nous a annoncé entre des prestations à 350, 200 euros et puis des prestations qui pouvaient aller à 2000 euros. C'est pas la même chose, c'est pas la même exigence derrière. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai qu'on est...
on en est un peu là, en tout cas dans les différentes auditions. Mais c'est vrai que ça a une importance ensuite sur justement les dispositifs comme vous avez mis au point. Moi, il y a peut-être un seul aspect sur le fait en gros de dire, je ne sais pas si on l'appelle ensemblier, mais en tout cas de dire on va prendre la totalité à la fois du conseil, de l'orientation, ensuite les travaux, le financement aussi, puisqu'il y a la question du financement, les travaux, il y a quand même la question à un moment donné du contrôle et de l'indépendance du contrôle. Donc, voilà, la maîtrise d'œuvre en général, elle est indépendante justement de celui qui fait les travaux pour cette raison-là. Donc, du coup, comment vous l'intégrez en tout cas dans votre dispositif? Parce que c'est vrai que pour avoir cette confiance, c'est intéressant d'avoir la globalité, c'est sûr, enfin de se dire, allez, j'ai plus rien à faire, en tout cas, j'ai quelqu'un qui va s'occuper de tout et sur l'ensemble de la chaîne des travaux et des différents lots. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi cette tentation, en tout cas, sur le contrôle et sur le fait d'avoir le même qui va être à la fois celui qui exécute et puis ici qui... Voilà, enfin, bon, en tout cas, c'est ma première question. Après, plus globalement, sur toutes les questions on va dire, d'innovation et de ce qui peut être mis en place, c'est vrai qu'il y a quand même tout un aspect qu'on a pu voir sur la rénovation thermique, sur la question aussi du confort d'été et donc de tous ces dispositifs, alors que ce soit en termes de matériaux, mais aussi de réflexion qu'il peut y avoir en termes d'innovation, justement, pour répondre à ces différentes questions. Alors, à la fois sur la question des types de matériaux, c'était sur le bâtiment, sur le patrimoine, mais je te laisserai intervenir là-dessus. Mais aussi sur notamment le développement de matériaux biosourcés. Donc on sait qu'on a beaucoup de développement sur ces questions-là, que ce soit le chanvre, la paille, etc. On a fait une table ronde sur l'ensemble des matériaux biosourcés, avec toujours quand même une problématique, là plutôt liée au CSTB, enfin, en tout cas sur comment cette chaîne-là, ensuite on a des avis techniques, on a la question des assurances, et que pour ces filières qui sont des petites filières, elles peuvent accéder à ça, quoi. Alors c'est vrai qu'on a l'exemple de la paille qui est plutôt intéressant en fait, qui a réussi justement à peu près à se structurer. Mais je voulais avoir un peu votre avis là-dessus. De la même manière sur la question des normes, puisqu'on a fait aussi une table ronde sur les Outre-mer, et on a vu aussi que cette question normative, en tout cas, et d'harmonisation des normes entre la réglementation européenne et puis ce qu'on peut trouver dans les Outre-mer, mais cette question-là se pose aussi, et sur les types de matériaux également, et en lien aussi avec des pathologies du bâtiment qui peuvent être différentes. Donc c'est vrai qu'il y a toutes ces questions-là en termes à la fois d'innovation, mais comment on peut accompagner cette innovation et comment ensuite elle peut réellement prendre place en fait dans le circuit, et en fait elle peut vraiment être utilisée en fait au bout du compte. Voilà, il y avait moi j'avais ce type-là de questions. Peut-être je vous laisse répondre et puis on fera. Je vais peut-être reprendre une partie, puisqu'on est sur la massification de la rénovation. Alors on sait qu'en gros vous avez 36 millions de logements, un taux de construction neuve de 1%, vous avez 26 millions de bâtiments, donc il faut rénover tout ça. Donc la première orientation qui avait été donnée, c'était plus 300 000 logements par an. Puis 7 ans après, plus 500 000. Et la SNBC vient de donner plus 700 000. Donc c'est que l'équation arithmétique de dire j'avance, je pose devant moi ce que je n'ai pas fait. Donc la démonstration qui est très simple, c'est d'abord pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Donc on aboutit à une première question, c'est de se dire la rénovation in fine c'est quoi? En fait la rénovation ce sont 5 phases qui sont assez structurantes et sur lesquelles on a pas mal de réponses. La première c'est celle de l'identification, c'est d'avoir un constat de ce que sont les bâtiments à rénover, donc connaître. Le bâtiment, aujourd'hui le CSTB a développé une base de données nationale des bâtiments dans le cadre des programmes Profil sur les C2E, et ça permet d'avoir une cartographie France entière de tous les bâtiments par typologie et leur niveau, avec les connaissances qui sont données et enrichies avec les algorithmes qu'on a développés, de performance au sens du DPE, qui en plus même recalculé maintenant avec les nouvelles méthodes. Et à partir de là, ça permet d'avoir par rapport à un projet des données de base qui permettent d'aller sur la phase 2, de dire quelles sont les solutions technologiques que je vais développer pour atteindre un niveau de performance souhaité. Alors, il est évident qu'il y a un vrai
questionnement. Est-ce que j'ai réellement besoin de savoir précisément si je suis G ou F, ou je considère qu'il y a un gros talon qui est EFG qui est à traiter, et puis après CD et B. Alors néanmoins, ça veut dire qu'à un moment, on a besoin de connaître et de voir les technologies qui sont déjà existantes. Et là, c'est quand même un des sujets liés à la recherche initialement. Il y a quand même beaucoup de technologies qui existent. Donc, y a-t-il besoin de technologies supplémentaires? Ce dont on a souvent besoin, c'est quand même de choix industriels. C'est plutôt le vrai problème. Donc, dans cette phase-là, on identifie, on optimise la solution la plus adaptée pour amener à un niveau de performance donné le bâtiment considéré. Et ça se fait au niveau de chaque projet. Troisième niveau, c'est le niveau central, c'est celui de l'économie, donc qui est au niveau de la capacité à financer le projet dans sa globalité. Alors je dis dans sa globalité, je n'ai pas tranché la rénovation globale et la rénovation par geste ou par phase, parce qu'en fait on peut voir qu'économiquement les deux sont tout à fait légitimes, hein, d'ailleurs. Il y en a une qui serait préférable, mais elles engagent des financements très supérieurs. Et le problème de l'économie, il est à deux niveaux, même voire trois ou voire quatre. Le premier, c'est celui sur le projet, mais il faut sortir aussi sur les autres échelles. Aujourd'hui, les niveaux d'aide que l'on donne permettent pas à des foyers qui sont propriétaires, je dirais, d'un classe G avec faible revenu, d'arriver à faire une rénovation qui permette d'arriver au niveau B ou C ou A, encore moins. Donc on voit qu'il y a un vrai sujet. Faut-il les aider ou faut-il se substituer à eux pour le faire à leur place, et après avoir ce qu'à l'époque l'ancien président d'OSPEX avait repris l'idée que j'avais donnée, c'était de dire il faut faire un investissement de l'État et on se rembourse sur les gains avec une séparation des gains entre un côté pour l'usager, un côté pour l'État, et lors de la mutation on récupère le différentiel du reste à financer, enfin à payer, qui avait été financé par l'État. Ça supposait d'ailleurs un vrai sujet, c'est qu'au niveau européen, tous les pays ont le même problème. Ils ont un problème de parc identique, avec un niveau de performance identique, donc ils ont tous à rénover leur parc. Et je m'étais battu à une certaine époque, mais ça n'a pas forcément donné de suite, c'était l'idée d'arriver à sortir les effets de la rénovation énergétique des fameux 3% de Maastricht. C'est un sujet important, et qui est assujetti aussi à l'idée que on a besoin au niveau industriel, et là la recherche, ça reboucle aussi sur la nécessité d'une recherche qui s'organise à l'échelle européenne pour avoir des acteurs industriels de dimension internationale, mais européens. Vous prenez la ventilation aujourd'hui, qui est un point clé de la rénovation énergétique, on pense toujours au chaud et au froid, mais on ne pense pas à la qualité de l'air et à la gestion, parce que c'est par là que se fait la performance, c'est le niveau de ventilation. Et sur les bâtiments rénovés, évidemment, la plupart du temps, vous prenez un bâtiment haussmannien, il n'a pas de ventilation. Donc il faut installer quelque chose. Et les acteurs actuels des entreprises, vous n'avez pas, que ce soit sur la production de froid ou de ventilation ou autre, vous n'avez pas de leaders internationaux type Daikin, Toshiba, Carrier ou autre. On a des petits acteurs nationaux et on n'a donc pas de leader européen. Alors, j'ai entendu Benoît Bazin sur les matériaux, qui est effectivement un leader européen, mais où il réclame quand même que les produits sont fabriqués dans chaque pays, ce qui est une réalité. Bon, ça, parce que, soi-disant, ça ne voyage pas beaucoup. Donc ce sujet de l'économie est excessivement important parce que derrière, il impacte très fortement la capacité à financer, parce qu'aujourd'hui, on a eu à la fois l'effet Covid qui est arrivé avec le renchérissement des matériaux, à la fois l'effet ukrainien avec l'agression de l'Ukraine qui a fait qu'on a renchérissement de l'énergie. Et aujourd'hui, ces coûts-là, ils vont renchérir très fortement les projets. Donc il faut arriver à les gérer, et notamment au niveau des taux d'intérêt, on se rend vite compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui ne se feront pas. Le quatrième point, c'est celui de la mise en œuvre. Et c'est là qu'en fait, on explique pourquoi on n'a pas fait 300, donc on a dit qu'il faudrait faire 500 et qu'il faudrait faire 700. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de réaliser les projets parce que le secteur est en déficit, je dirais, de main-d'œuvre formée, ayant une performance au centre de la mise en œuvre. Je passe, même si je peux le rappeler quand même, les non-performances avant livraison sont quand même assez importantes et demandent à être travaillées en termes à la fois d'une approche industrielle qui assure des produits qui amènent une performance que j'appelle, le terme, comme je dis, n'est pas très... mais il marque bien, c'est des produits idiot-proof, c'est-à-dire que quel que soit le metteur en œuvre, on a au moins 90% de la performance nominale.
Et ça, c'est vraiment très important, parce qu'aujourd'hui, on a une hypersensibilité à la mise en œuvre pour des produits que les industriels ne se sont pas évertués à rendre idiot-proof. Comme je dis souvent, le seul qui l'a fait, c'est Velux, parce que sur les fenêtres de toit, il y avait un risque majeur d'une sinistralité très coûteuse. Donc il a travaillé l'assujettissement de la fenêtre à tout type de toiture, neuve ou rénovée. Les gens sont formés, certifiés, ils portent la garantie, ils leur amènent la zone de chalandise et on a un système qui fonctionne. Bon, les industriels de ce côté-là doivent travailler, et ça c'est un vrai sujet de recherche, comment faire que les produits dans leur intégration soient robustes dans la performance délivrée, quel que soit le niveau de mise en œuvre. Parce que sur la première partie, la partie précédente, qui était celle liée à l'économie, le partage de la valeur, aujourd'hui, il y a une captation par l'industrie sur la valeur sur les produits. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'attractivité par ce secteur pour des emplois qui seraient rémunérés à un certain niveau de performance ou de compétence au sens des artisans ou autres. Donc on a un véritable sujet. Et c'est dans ce sujet d'industrialisation, de mise en œuvre, qu'on doit aussi tester les solutions les plus pertinentes. Donc on voit bien qu'on a un vrai déficit de main-d'œuvre qui n'a pas été prévu, et on est bien dans un système qui est exactement comme le numerus clausus qu'il y a eu sur la santé. Et ça, on le sait depuis fort longtemps. Et il n'y a pas eu d'orientation. Il y a eu quand même le secteur de l'éducation nationale sur la partie enseignement court. On a une absence de formation, ce n'est pas attractif, les salaires ne sont pas attractifs, on a une immigration qui est tout à fait peu contrôlée et pas au niveau de performance souhaité. Et donc derrière, sur la dernière partie, le point 5, qui est celui de la performance, il faut assujettir les réalisations à une mesure de la performance à la livraison et en œuvre, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. On commence à le faire, on a essayé de le développer dans les différents projets Profil et autres, et des outils qui permettent de le faire, en n'oubliant pas que tous ces sujets sont complexifiés par le fait que la plupart des rénovations sont en site occupé. Et donc, ça ne permet pas de faire une rénovation globale, il faut faire souvent par lot, et avec un sujet en site occupé, et donc aussi une capacité d'endettement des ménages à ne pas pouvoir tout faire. Donc ça pose des questions qui sont très structurantes, mais la première pour moi reste celle de la mise en œuvre. Et donc de la capacité de production. C'est un sujet qu'on a travaillé depuis fort longtemps, sans beaucoup de succès par rapport à l'écoute qu'il peut y avoir sur ces... Et j'ai écouté les différents acteurs. Ils n'en ont pas beaucoup parlé, en disant que même la FFB a reconnu qu'elle allait avoir une baisse de ses emplois dans les prochaines années. Alors, plus liée à la baisse de la mise en œuvre des commandes, in fine. Ils n'ont pas été à dire qu'il n'y avait pas beaucoup de marchés sur la rénovation, mais ils disent que c'est de l'ordre de 1,6% les marchés de la rénovation énergétique. Je ne suis pas du tout convaincu de ce niveau-là, parce qu'il y a une véritable problématique. Si 2050, on aura refait le parc, plus on va avancer, plus il faut qu'on soit prêt. Donc sinon, on continuera à faire, comme dans les différents systèmes de prévision, à repousser indéfiniment. Et donc sur les innovations, le sujet qui est quand même le plus important, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le numérique, qui ont permis, à travers les maquettes numériques, d'aider notamment ceux qui fait le connaître, c'est-à-dire de passer de la phase 1 et 2. Donc on connaît, on a des bâtiments types, puis après des bâtiments maquettes numériques qui permettent de faire des calculs, de savoir exactement ce dont on parle. Ils serviront à la gestion des bâtiments par la suite. Donc il y a une véritable continuité. Malheureusement, ça a une vraie difficulté pour passer dans un tissu qui est quand même assez peu technique au sens numérique. Ce sont des TPE-PME qui ont une vraie difficulté à s'approprier. Bon, les ingénieristes et évidemment les groupes TI ou entreprises générales d'une certaine taille arrivent à le faire, mais c'est un véritable sujet. Néanmoins, c'était une innovation majeure qui a permis, à mon avis, de faire en sorte qu'aujourd'hui, ces fameux outils de connaître, à travers les bases de données nationales de bâtiments, sont une base très robuste qui nous permet de savoir d'où on part et qu'est-ce qu'on doit faire, et après de le suivre. Les autres innovations sur les produits, et là je reviens sur le thème, est-ce que les startups, je dirais il y a presque une forme d'oxymore entre la question massification et start-up, puisque in fine, une start-up, ce sont des gens qui sont très volontaires sur un sujet, ils sont de petite dimension, il y a toujours une industrie qui veille à l'innovation qui est produite par ces startups et qui très rapidement sait acheter les technologies ou les entreprises, ou investir dans les capitaux qu'il faut pour les faire grossir. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, dans l'innovation, on a énormément, alors là, nous, on les a vécus comme tels, à la fois sur la partie numérique, les constats, un peu de maquette numérique, un peu de suivi des usages,
des sujets sur la qualité de l'air et beaucoup sur les matériaux. Avec un vrai sujet aujourd'hui, c'est, puisqu'est sortie la problématique environnementale et recyclage des matériaux, un peu réemploi, on a tout un ensemble d'acteurs qui, en termes de start-up, investissent dans des nouveaux matériaux de tout type. Et c'est une vraie question parce que ces matériaux, il faudra tous les tester, notamment sur les problématiques principalement sanitaires, pour ne pas se retrouver avec les problématiques de l'amiante, comme on les a eues dans d'autres époques. Et donc, ces start-up-là, elles ont souvent après une taille critique qui n'arrive pas à passer à l'acte. Et la problématique que l'on a, c'est une volonté souvent de se tourner vers des gisements très locaux. Et les gisements locaux ne sont pas aptes à servir à une logique de massification. D'abord, on n'a ni le gisement, ni la main-d'œuvre formée pour pouvoir arriver à porter le volume qu'il y aura à faire en rénovation. Donc ça repose à une question d'industrialisation que les fédérations n'aiment pas aborder dans ce sens-là. Et il n'y a jamais eu dans le terme d'industrialisation une capacité à dire qu'on va se substituer aux acteurs qui font la mise en œuvre actuellement. C'est un accompagnement et c'est véritablement quelque chose qui doit être fait ensemble. Les artisans ont des compétences et un véritable intérêt sur des actes particuliers. Il y aurait un intérêt particulier à avoir une industrialisation, notamment sur les façades, les ITE, les inondations thermiques par l'extérieur. Par exemple, sur les toitures, il y a tout un tas de solutions qui ont été développées, notamment par Monnier ou autres, à d'autres époques, qui étaient des toitures complètes qu'on remplace et qui, c'est quand même 25% des déperditions, et qui est remplacée one shot parce qu'elle est construite off-site. Donc il y a des solutions, mais elles peinent à trouver, je dirais, leur marché, puisqu'on est dans un système où on le voit quand même, tous les acteurs essaient de préserver le système dans lequel ils sont. Et tant qu'on n'aura pas un driver qui va quand même pousser vers l'idée que on peut toujours dire que les solutions actuelles nous amèneront un jour peut-être, non, je pense qu'il faut réellement ce qu'on appelait au sens de l'encre des game changers, c'est-à-dire d'arriver à définir, bon là, il y a un vrai sujet, est-ce que l'industrialisation, elle passe par aussi des solutions types qui sont définies, mais qui vont être accompagnées au niveau des aides, mais pas les autres, parce que ça, ce sont des choix. Aujourd'hui, au sens industriel, vous avez une foultitude de pompes à chaleur qui ont d'ailleurs été subventionnées à l'époque en termes de R&D par les études de l'ADEME et autres. On n'a jamais eu de choix industriel en disant ben, le prix d'une pompe à chaleur, c'est... Et le niveau de prix d'achat sera à tel niveau, tout au-dessus ne sera pas pris en compte pour les aides, et ainsi de suite. Donc ce sujet n'est pas réellement traité. Et il y a donc dans la logique énergétique de la rénovation, on regarde que la partie énergie au sens de la consommation d'énergie, on ne voit pas assez les impacts, comme je disais, qui sont les collatéraux qui vont être sur le confort. Parce qu'en fait, comme l'a très bien dit, je ne sais plus qui, on fait une rénovation, certes, pour l'économie d'énergie, mais ce n'est pas l'économie d'énergie en tant que telle, en termes de cash in ou out, qu'on va récupérer. C'est quand même tout un système sur lequel on rentre, peut-être il y a un geste citoyen dans l'idée qu'on va préserver pour les enfants, et ainsi de suite, mais il y a aussi une notion de confort. Et ce sujet qui a été renforcé par la problématique du Covid aussi, est réellement sorti, mais il n'est pas encore pris en compte par toutes les solutions technologiques qui devront être développées. Et aujourd'hui, on assiste donc à des innovations qui sont à la fois très sectorielles, je dirais sur des thèmes, alors les matériaux, le numérique, les systèmes de gestion, puisqu'on a quelquefois la gestion de chantier, par exemple, qui est un vrai sujet, puisque c'est souvent une vraie difficulté entre les acteurs qui interviennent pour qu'on ait un lean management des chantiers et réduire les coûts. Beaucoup de startups se sont lancées dans ces sujets-là, mais elles auront une vraie difficulté à passer à l'échelle supérieure. Donc, pour moi, le premier sujet de la massification reste celui de la capacité à produire, qui aujourd'hui n'est pas abordé. Et tous nos acteurs, y compris industriels, je recite un peu Benoît Bazin, qui a dit que quand même l'industrialisation serait de l'ordre de 15%, je pense. Je pense qu'il faut viser beaucoup plus, et notamment à travers des produits qui sont réellement travaillés entre industriels pour leur intégrabilité et la performance du système. Je ne vais pas monopoliser le débat. Que dire après tout cela ? Premier point, effectivement, je pense que la problématique du manque de professionnels qu'on évoque là-dessus provient aussi d'un manque de re-questionnement des méthodes, formation et besoins en formation. Je vais prendre l'exemple d'un menuisier.
Vous mettez un menuisier dans un CFA ou dans une école, etc., de menuiserie, on va l'apprendre à construire une fenêtre, on va l'apprendre à construire une porte, etc., etc. Sauf que ce sont des produits aujourd'hui qui sont pour majorité industrialisés. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, et moi ce que je défends aussi, c'est plutôt de se dire, mais c'est quel geste dont j'ai besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut amener plus de personnes et rapidement dans nos métiers, c'est aussi de considérer qu'un chef de chantier, peut-être menuisier, maîtrise l'ensemble des compétences de la menuiserie, mais qu'il nous faut des bons poseurs de fenêtres, d'accord, qui ont cette spécialité, puisque les produits deviennent plus techno, mais il faut aussi des personnes capables de les poser, et que cette personne-là ait une vraie compétence valorisable, et sur cette formation au geste. J'ai en mémoire chose, c'est que lorsque j'étais dans l'entreprise, j'adorais faire poser les appareillages par des gens qui venaient de l'horlogerie, les appareillages électriques. Il n'y avait pas meilleur qu'eux pour le faire, d'accord ? Mes électriciens, eux, étaient parfaits pour faire les armoires électriques, tout ce qui était infrastructure, etc. Mais la pose de l'appareillage, le dernier geste qui fait la décoration, etc., je préférais utiliser ces gens-là. Donc tout ça pour dire que je pense que si on veut répondre aussi à ce besoin d'avoir plus de professionnels avec nous, il faut aussi accepter d'avoir des professionnels qui ont peut-être plus de tâches précises, mais dans lesquelles on pourrait les considérer comme des spécialistes. D'accord ? Et ça, je pense que c'est pour moi quelque chose aussi qui est très important. Alors c'est vrai que tout à l'heure, je vous parlais de dire, dans la rénovation, il faut des personnes qui pensent global. Et là, je vous dis, je réduis à la tâche minimum. Mais je pense qu'il faut de tout, justement. Il faut le chef de chantier, celui qui va animer tout ça, qui ait cette vision globale et qui, avec lui, ait des bons professionnels. L'industrie, pour se développer, a bien eu des postes, à l'époque Ford, etc. C'était décomposer chaque geste. Alors, j'en arrive pas là, mais déposer chaque geste pour que chaque geste soit performant. D'accord ? Et que chacun se sente performant de ce qu'il fait. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, très important et qu'il faut faire évoluer la formation. On voit lorsqu'on travaille avec des organismes de formation pour faire évoluer les éléments constituant la formation, on est obligé de passer par des choses, ce qu'ils appellent aujourd'hui des mineurs, c'est-à-dire le programme, ils font le programme global de formation, et en plus, ils vont rajouter les formations dont on a besoin aujourd'hui, d'accord, sur certains gestes, sur l'usage de certains produits. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Sur la notion d'évolution, effectivement, des produits, et on parle énormément de biosourcés, on parle beaucoup de ces choses-là. Je crois qu'aussi là-dessus, il y a un intérêt, c'est qu'il faut se dire que si c'est biosourcé, c'est que ça sert aussi à quelque chose d'autre que la filière bâtiment. Et qu'il faut qu'impérativement, avant que ces produits soient mis en œuvre, qu'on s'assure bien qu'il n'y ait pas une déstabilisation de la filière d'origine du produit. La paille, je ne vais pas me faire des amis, mais on peut se poser la question de savoir est-ce qu'avons-nous la ressource paille qu'il faudrait. Sur le chanvre, par exemple, on peut se poser la question, mais elle est différente, puisque le chanvre est une plante. Et ce qu'on va utiliser pour faire des dosations, etc., c'est une partie de la plante qui n'était pas utilisée pour d'autres vecteurs d'usage. Donc, on a tout ça qui est pour moi hyper important aussi pour ce que je vais appeler augmenter l'acceptabilité de toute cette méthode et également de donner une chance à tous ces produits. Vous parliez tout à l'heure de la difficulté de faire reconnaître les produits et l'évolution. Je pense que la filière paille a une bonne leçon là-dessus, hein, puisque ils ont réussi à avoir des ATEX, des avis techniques, etc., très rapidement, y compris sur de la paille hachée, où je crois que ça a été 4 mois, un peu plus de 4 mois pour obtenir l'ATEX paille hachée. Je suis bien placé, parce que c'est nous qui l'avions accompagné, donc je peux le dire. Mais voilà, et je pense réellement qu'on peut faire des choses intéressantes. Mais à la condition que tout le monde se mobilise autour de ça. Alors moi aussi, quand je parlais tout à l'heure de la partie innovation pour en faire quelque chose d'innovation performante et économique, etc., je pense que pour moi, dans l'évolution de l'évolution, il y a quoi ? Il y a d'abord celui qui a l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a ensuite, une fois que son idée, elle est validée, machin, il faut qu'on lui donne la possibilité de la démontrer, parce qu'en France, on ne croit que ce qu'on en voit. Donc il faut aussi lui donner la capacité. Et pour moi, c'est là aussi où je pense que plutôt que d'aider uniquement la recherche et le développement, il faut aussi aider à prouver la phase pré-industrialisation, l'accompagner. Et je crois beaucoup dans cette phase-là, ce besoin-là. Et puis ensuite, c'est le partager, c'est-à-dire faire reconnaître à tout le monde. Et je pense que là, aujourd'hui, tout le monde a bien compris, enfin beaucoup de gens aujourd'hui ont bien compris que si ils ont une idée, qu'ils veulent la garder pour eux et qu'ils veulent, elle ne se développera pas. Donc, il y a besoin de ce partage de l'innovation et de l'idée d'innovation.
Je suis intimement persuadé de cela. Et même à un moment, quand je suis un peu provocateur, je dis souvent qu'on ferait mieux d'aider à utiliser un produit plutôt que d'aider à le développer. Puisque j'ai toujours constaté quelque chose, c'est que lorsqu'il y avait un débouché économique, la partie industrielle, la partie entreprise, etc., était capable de développer le produit à partir du moment qu'on lui garantissait un débouché. J'ai connu à une époque un développement de voitures électriques, je ne citerai pas, voilà, d'accord, où on a financé énormément de développement de véhicules, sauf que le véhicule, quand il est sorti pour le préindustrialiser, il aurait fallu des financements, et il n'y a pas eu les financements de préindustrialisation, donc il n'a jamais réussi à finaliser. Alors que si on avait financé la préindustrialisation, je suis persuadé qu'on aurait trouvé les acteurs capables de financer une bonne partie de la recherche. Donc là aussi, je pense que lorsqu'on veut faire de l'innovation, il ne faut pas s'arrêter à considérer qu'on a accompagné l'innovation, mais il faut l'accompagner jusqu'à la culture de la prod. À partir de là, après, elle fonctionne, puisqu'on est bien d'accord, hein, une réduction de coûts pour arriver à avoir des coûts compétitifs dans le mode, y compris construction, eh bien, il faut l'industrialiser, il faut l'éprouver, et ça, c'est important. Et cette phase-là, elle coûte de l'argent, et c'est un problème. Donc, voilà un petit peu par rapport à ces sujets. Et puis, effectivement, je crois que il faut quand même qu'on entre dans l'ère de l'économie circulaire, du recyclage, etc. Et je pense que là, il y a toute une filière à construire. Elle se construit un peu aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que, effectivement, et je pense que le milieu de la rénovation est un milieu justement qui peut permettre du réemploi, d'accord, puisqu'il est cohérent de faire adapter des produits par rapport à cela et dans le contexte. Et que, effectivement, je pense que cette capacité que l'on doit avoir et cette préoccupation qu'on doit avoir de l'économie circulaire, du réemploi, est un outil aussi qui peut être un vecteur qui peut être largement aidé par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, puisqu'on parle beaucoup de numérisation pour faire des bâtiments neufs. Mais il va falloir aussi bien comprendre que la numérisation peut nous permettre de mieux comprendre un bâtiment pour pouvoir intégrer des éléments et raisonner par élément sur ce bâtiment-là et de trouver un élément qui puisse correspondre à un besoin, qu'il soit à 5 km ou à 25 ou à 50 km. Par le numérique, on doit pouvoir y arriver. Donc voilà un petit peu le témoignage complémentaire de terrain que je pouvais apporter. Mon tour, merci. Du coup, c'est intéressant de parler de l'innovation et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent permettre d'améliorer et il y a des choses qui peuvent permettre de faire. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut à la fois travailler sur les deux. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui existent, des matériaux qui existent, qui sont connus depuis très longtemps, des manières de faire qui existent, qui sont connues depuis très longtemps aussi. Et donc il faut aussi il faut à la fois travailler sur des choses pour améliorer le confort d'été, des choses pour améliorer le côté biosourcé, mais il faut essayer de lever les premiers freins qui font qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui font les travaux. Et moi, je pense qu'il y a des étapes importantes qui ont été franchies sur le DPE et l'étiquette énergie. Je crois que ça, c'est quand même, je ne sais pas si on peut parler d'une innovation, mais c'est quand même quelque chose qui est maintenant connu de tout le monde. Et ça, c'est une base sur laquelle il faut, je pense, s'appuyer. Et chaque fois qu'il va y avoir quelque chose pour faire évoluer le bâtiment, quand on parle parfois de passeport, rénovation énergétique, je pense qu'il faut essayer de tout raccrocher quand même à ça. Il y a le DPE qui est déjà connu, ça ne sert à rien d'inventer des noms ou des nouvelles échelles ou trop de formats différents. Peut-être essayer de capitaliser au maximum sur celui-là qui commence maintenant à être vraiment connu. Après, il y a les dispositifs de subvention, les certificats d'économie d'énergie et ma prime rénov'. J'ai l'impression que ça commence à être de plus en plus connu aussi. Et moi, je pense qu'il faut aussi continuer dans cette direction pour éviter de trop souvent changer. Parce qu'en 10 ans, sur la rénovation énergétique globale, il y en a eu des changements. Voilà. C'est vraiment énormément d'efforts, énormément de temps de formation pour quelque chose qui, au final, ne change pas grand-chose, en vrai. En vrai, il n'y a pas des énormes changements, mais
mais c'est juste que c'est contraignant, il faut modifier, il faut expliquer. Parfois, il y a des dossiers qui sont lancés, du coup, ils ne peuvent pas être concrétisés comme ça. C'est vraiment... enfin, il faut vraiment le dire, même si tout le monde le sait, mais c'est vraiment très, très, très fréquent. Je ne sais pas si le coût de tous ces changements, il n'est pas supérieur à l'économie potentielle qui va être faite sur le dispositif. Maintenant, on va le plafonner à 7 500 € au lieu de 10 000 €, des choses comme ça. Ça, c'est quand même un vrai sujet. Mais par contre, je pense que ces aides, elles sont vraiment importantes pour les particuliers. C'est ça qui leur permet de lancer les travaux. Le fait qu'elles arrivent en remise des devis que les particuliers, alors c'est pas toujours le cas, mais de plus en plus les entreprises font en sorte que les aides elles viennent en déduction des devis pour pas qu'ils aient avancé cet argent. Ça, je pense que c'est vraiment important. Nous, on l'a vu sur des milliers de personnes qui ont fait des projets parce qu'ils pouvaient du coup financer le reste à charge, mais ils n'auraient pas pu tout financer ou avancer les subventions. Donc ça, c'est quand même un vrai plus, voilà, qu'il faut souligner. Après, il y a le sujet de l'accompagnateur Rénov'. Donc, alors c'est vrai que c'est difficile d'y voir 100% clair sur le sujet, même si moi j'ai participé, assisté aux différentes présentations du dispositif. Donc moi je suis plutôt pour le principe de l'accompagnateur Rénov', et l'idée que quelqu'un puisse accompagner le particulier qui ne sait pas par quel bout démarrer. Je pense que c'est une bonne chose. Après, on peut dissocier la partie bilan énergétique, estimation des subventions, estimation du coût aussi, estimation, pas devis, estimation, et la partie accompagnement du maître d'ouvrage sur le volet travaux. Il y a un peu l'amont, et puis il y a tout au long du... Sachant que cet accompagnement, ça ne va pas être de la maîtrise d'œuvre, il n'y a pas forcément une assurance de maître d'œuvre, c'est-à-dire que l'accompagnateur Rénov', si jamais les travaux sont mal faits, c'est pas sa faute. Ça, c'est un point aussi important. Responsabilité. C'est pas sa responsabilité, c'est la responsabilité de l'installateur. Contrairement d'ailleurs au contractant général, s'il y a un problème sur l'installation du particulier, on se retourne vers le contractant général. C'est sa faute. Et donc lui, éventuellement, pourra se retourner contre l'installateur. Mais ça, c'est un point intéressant quand même sur le volet assurantiel là, par rapport aux travaux. Mais sur le principe de l'accompagnateur Rénov', ça existe déjà sur certains lots, pour certains revenus. Ça rajoute, c'est vrai, des étapes, mais il me semble que c'est quelque chose qui est important. Tous les acteurs du bâtiment ne seront pas des contractants généraux. Donc que les contractants généraux puissent jouer ce rôle, je pense que c'est important, mais il y aura quand même une grande majorité des travaux qui seront réalisés par des installateurs sur un métier en particulier, et il y aura besoin, je crois, d'accompagnateurs Rénov'. Par contre, il ne faut probablement pas se précipiter, parce que les choses ne semblent pas forcément trop claires pour tout le monde. Il y a des échéances qui arrivent pour le mois de septembre. Voilà, à voir si c'est toujours difficile en cours d'année ou en fin d'année pour une profession d'accueillir des changements s'ils n'ont pas été suffisamment préparés. Il y a un autre point que je voulais mettre en avant, c'est le point du RGE. Donc sur le RGE, il y a peu de sociétés qui ont la qualification RGE. Pour bénéficier pour permettre d'obtenir les subventions, il faut que l'entreprise qui installe soit RGE. Donc parfois, on entend qu'il faut durcir le dispositif pour obtenir la qualification de RGE. Et est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre le fait de durcir alors qu'il y en a déjà peu? Et parfois on dit c'est trop facile d'avoir le RGE, mais d'autres fois il y a des installateurs qui disent moi j'ai pas besoin du RGE, je préfère baisser un tout petit peu le prix et comme ça j'ai pas à faire une formation à renouveler chaque année. Moi je pense que le RGE aujourd'hui il est connu du grand public, il faut capitaliser dessus, mais j'ai le sentiment que ça serait peut-être bien de l'ouvrir encore plus, d'essayer de faire rentrer les installateurs en levant peut-être de la contrainte pour qu'ils soient RGE et qu'ils soient après alimentés en information, en formation, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait une vraie communauté de RGE qui se crée.
et que les gens, plutôt que de faire des travaux qui ne sont pas éligibles aux subventions, fassent des travaux éligibles aux subventions. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a un sujet sur le fait qu'il faut que les installateurs deviennent RGE, se forment et qu'il y en ait de plus en plus. Parce que, comme disaient les personnes avant, il faut suffisamment d'installateurs pour atteindre les objectifs. Et capitaliser sur ça et l'ouvrir au maximum, je pense que ça serait important. Et puis, pour aller jusqu'à la fin des travaux et répondre à la question par rapport au contractant général, l'accompagnateur rénove, il y a ensuite le contrôle. Voilà. Parce que autant j'ai l'impression qu'un contractant général, ensemblier, il va être bien placé pour faire le bilan énergétique, réaliser les travaux, autant c'est intéressant de contrôler si ces travaux ils ont été bien faits. Et donc là, c'est vrai que le contrôle systématique qu'on peut avoir dans le cadre, par exemple, de la fiche barre TH164, qui est le C2E sur la rénovation énergétique globale, c'est un contrôle systématique post-travaux. Ça me semble des choses intéressantes d'avoir des contrôles à la fin des travaux et que les organismes de contrôle eux-mêmes aient des certifications lourdes qui soient eux-mêmes contrôlés pour que ce soit fait sérieusement. Mais je pense que renforcer les contrôles et les contrôles des contrôleurs, c'est un vrai sujet. Et ça permettra de s'assurer que les travaux sont bien faits. Parce qu'in fine, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des travaux qui soient faits chez les gens et qui soient bien faits. Donc, après, qu'ils soient faits par un ensemblier ou qu'ils soient faits par plusieurs installateurs, ou peu importe, ou par des matériaux. Voilà, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait la performance énergétique et que surtout ce soit bien fait pour pas qu'il y ait des sinistres derrière ou qu'il y ait des problématiques. Voilà, donc le sujet du contrôle me semble le dernier sujet important. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un aurait quelque chose à rajouter? Sabine? Oui, juste une petite question. Alors en fait, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux questions de patrimoine. Donc le patrimoine en fait qui a une valeur architecturale ou historique, hein, le bâti qui différencie finalement nos régions et qui en font leur attractivité. C'est vrai qu'en ce moment, avec la question du DPE qui est devenu obligatoire pour les bailleurs, les propriétaires bailleurs, se pose la question de savoir comment faire pour concilier en fait protection du bâti ancien et rénovation énergétique. Alors moi, j'aimerais savoir si en fait ce sujet intéresse les startups. Voilà, si vous avez des choses à nous dire de ce côté-là. Alors, je vais juste vous répondre par rapport au fait. Alors, je vais vous répondre à une région qui va du Limousin jusqu'au Pays Basque, en passant par la Charente-Maritime. D'accord ? Et lorsqu'on fait des manifestations et lorsqu'on évoque les problématiques de rénovation dans toutes ces régions, on ne les aborde pas de la même manière. Oui. D'accord ? Puisque, effectivement, vous n'allez pas faire une rénovation d'un bâtiment type basque, d'accord, avec ses colombages, etc., et un bâtiment complètement différent sur la zone de Limoges. Et je pense qu'effectivement, les gens ont besoin aussi de se dire, si je fais une rénovation, etc., je vais respecter mon patrimoine, je vais respecter ma région, etc. Et c'est là où on peut industrialiser les méthodes, on peut faire plein de choses, mais si on veut réussir aussi la méthode, le savoir-faire de cela, il faut prendre en compte effectivement ces disparités qu'il peut y avoir entre typologies de bâtiments et les régionaliser entre guillemets. Alors c'est toujours très difficile de dire on va industrialiser et en même temps tenir compte des apports territoriaux ou des conditions territoriales qu'il peut y avoir. Mais je n'ai pas eu une seule, c'est un témoignage que je vous apporte, je n'ai pas eu une seule réunion collective des filières, des structures, etc., où on parlait de rénovation sans que la problématique du respect du patrimoine local ne soit pas posée. Donc c'est une vraie problématique qui est posée comme une condition, un prérequis à des opérations de rénovation. Donc c'est plutôt rassurant, d'accord ? C'est le seul témoignage que je peux vous apporter, mais je crois vraiment qu'il y a cette volonté-là, et on voit bien que de plus en plus,
plus on mondialise, plus les gens ont besoin de se reconnaître dans quelque chose. Et cette volonté-là, moi je sais que les premières réunions qu'on a fait, et pourquoi je parle du Pays Basque, parce que première fois qu'on en a parlé, ils m'ont dit mais jamais on fera de rénovation, nous, de ce type-là dans le Pays Basque, parce que nos maisons sont trop complexes, etc. etc. Ben non, il faut regarder les ménages, il faut regarder un petit peu ce qui se passe à côté, etc. et trouver les bonnes solutions. Mais c'est un prérequis si on veut y arriver. Moi, je suis plutôt inquiète à cause de la vitesse à laquelle on nous demande de faire ces travaux. Moi, je suis alsacienne et chez moi, par exemple, vous avez déjà des gens qui font n'importe quoi parce qu'il faut faire vite. Je peux peut-être juste pour compléter, moi je comprends votre inquiétude et en tant qu'acteur qui réalise des rénovations énergétiques, il y a des cas où on ne peut pas répondre. Nous, on va dire désolé, on ne va pas répondre parce qu'on n'a pas la solution technique qui va correspondre et le faire nous coûterait vraiment trop cher et coûterait trop cher aussi à celui qui doit le faire. Donc en fait, quelque part, on n'a pas envie de le faire parce que ça va nous prendre beaucoup de temps pour le faire pour cette personne. Et si jamais on devait lui chiffrer, ça lui coûterait beaucoup trop cher. Donc il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet qui va passer aussi par la case financement de ces spécificités qui ne sont pas les choses les plus simples. Il faut pas l'oublier. De financement ou alors de tolérance ou de dérogation? De dérogation. Peut-être. Si je puis me permettre, je crois que l'atteinte des objectifs, on voit que chaque fois qu'on se fixe un objectif, on peut avoir des moyens différents d'y arriver. D'accord ? C'est là aussi qu'il est important de voir. On a mené une expérience, vous parliez du parc bas carbone, on a voulu faire des bâtiments, des logements E3C2. Mais on n'a pas dit comment. On a dit l'objectif, il est là. Aujourd'hui, il va y avoir 330 logements, 9 constructeurs différents, qui ont appliqué des techniques différentes pour atteindre cet objectif-là. Et on va contrôler à la livraison et 2 ans après la performance de ce qui a été mis en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi, il faut se le dire, dans la rénovation, on a un nombre incalculable de solutions qui sont à nos portées. Et c'est la capacité à prendre la bonne solution au cas qui est concerné, pour répondre aux justes besoins. D'accord? Et ça, je crois que c'est très très important. La précipitation, comme vous le disiez, c'est pas ça. Il faut être agile, industrialisé, avec de l'agilité, et se dire à partir, c'est la composition qu'on va pouvoir avoir qui va permettre de répondre aux solutions. Vous allez peut-être plus pousser sur une performance de matériel thermique sur un habitat que vous n'allez pas pouvoir isoler comme vous le voudriez. Vous allez plus pousser sur ce cadre-là. Vous allez plus pousser sur la gestion de la ventilation. Et c'est là où je pense qu'il y a des choses à voir, quoi. Et vraiment garder l'objectif avant le moyen. Pas partir en se disant on a des moyens sur étagère et c'est parti, mais bien d'essayer d'atteindre des objectifs et d'avoir des solutions, des mix de solutions. C'est un peu comme le mix énergétique. D'accord ? Eh bien, si on considère qu'on a une solution, ben on est perdu. Si on considère qu'on a une mixité de solutions, on trouve la réponse. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite une bonne soirée.